Chapitre 8. Bullet pour la victoire. Félix me réveilla et j'essayai de me lever, mais mes jambes refusèrent de coopérer. Je m'effondrai au sol et me hissai avec mes bras. Mathéo rit de mon inconfort. Je remis lentement mes jambes en mouvement et sentis chaque zone de peau irritée de la chevauchée de la veille. Félix me donna un conseil. « Utilise la pommade pour chevaux sur tes irritations. Ça sent mauvais, mais ça marche aussi bien sur toi que sur ton cheval. » Je commençai à faire mes bagages, mais Félix m'arrêta. « Pas besoin. On longe juste la chaîne du sud à la recherche de traces de griffons. Avec un peu de chance, quelqu'un en apercevra un en vol, et on pourra le pister jusqu'à son nid. » Je sortis en traînant les pieds et scellai mon cheval, Ginger, avec un peu d'aide. Régler les sangles demandait une certaine habileté. Trop serré, le cheval s'irritait. Trop lâche et on ne restait pas en selle. Le petit déjeuner consistait en une bouillie de pommes de terre. Seuls 15 hommes partirent avec le mâche Castille. Mathéo expliqua. « Les autres chevaucheront dans l'autre sens, à la recherche de signes. C'est notre 2e jour de recherche. Les griffons ont été vus pour la dernière fois il y a environ 9 jours, en train de voler un mouton à un fermier. » J'eus envie de pleurer quand le mâche Castille lança notre colonne au galop. Mon corps avait été malmené jour après jour et n'avait pas eu le temps de guérir. J'aurais préféré une forme de sort de guérison plutôt que ce stupide espace dimensionnel. Heureusement, après environ 10 kilomètres, la route s'arrêta et Castille remit son cheval au pas, tandis que nous restions parallèles aux montagnes. Maintenant que nous étions au pas, Félix put me parler à nouveau. « Bon sang, Eric, si je ne le savais pas, je jurerais qu'un ogre a fait de toi sa chienne, en juger par ton expression, » gloussa-t-il, tandis que quelques autres entendaient et riaient de sa blague. Je répondis d'une voix claire. « Je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais un expert en la matière. » Après avoir entendu cela, les rires des autres commencèrent à pleuvoir, et le mâche Castille se retourna pour voir ce qu'il y avait de si drôle. C'était Adriane qui parlait à côté d'elle. Cette recrue inexpérimentée vient de donner à Félix la pire raclée verbale de sa triste vie. Elle hocha simplement la tête et se concentra à nouveau. Il fallut un bon moment avant que la situation ne se calme. Nous regardions tous vers les montagnes à la recherche de signes des griffons. Un autre soldat aperçut une carcasse. Nous nous dirigeâmes vers elle et descendîmes de cheval. 5 légionnaires se mirent en mouvement pour établir un périmètre. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai suivi la mage et 4 légionnaires jusqu'à la carcasse. L'un des légionnaires s'est agenouillé tout près, et je me suis penché juste assez pour sentir l'odeur. Visuellement, je supportais la vue, mais mon odorat n'était pas préparé, et j'ai rapidement vomi mon petit déjeuner. Apparemment, perdre mon petit déjeuner n'était pas inattendu. Les autres semblaient verts également, mais ils se sont retenus. L'homme agenouillé a dit « 4 jours. Il y a de fortes chances que ce soit un de nos griffons. Il a mangé les organes et mâché un cuisseau, probablement pour le ramener au nid. » J'ai retrouvé suffisamment de mes esprits pour remonter au vent, et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Je me parlais à moi-même, mais le pisteur s'est levé et m'a répondu. « C'était un ours de pierre, assez commun par ici. Peut-être 500 kilos. Probablement tué d'un coup dans la moelle épinière, à la base du cou, par le haut, a-t-il dit. Je m'approchai et il prit le temps d'expliquer les détails qui le menaient à ses déductions. Tous les autres étaient retournés à leurs chevaux, et Castille semblait réfléchir à la direction à prendre. Nous remontâmes le même chemin peu après, et je mangeai mes 2 dernières pommes et en donnai les trognons à Ginger. Il était midi lorsque notre détachement s'arrêta pour déjeuner. Tout le monde avait préparé un petit quelque chose, sauf moi. Mes colocataires m'avaient dit de laisser mon équipement, mais j'étais censé aller chercher un repas préparé par le cuisinier de la compagnie, ce que je n'avais pas fait. Au moins, j'avais ma sacoche et quelques pommes que j'avais terminées plus tôt. Mathéo m'a emmené faire la sentinelle pendant que tout le monde se détendait et que les chevaux s'abreuvaient à un ruisseau descendant des montagnes. Voyant mon désarroi, Mathéo m'a donné des tranches de saucisson et du fromage de son déjeuner. J'ai aussi pris quelques gorgées à sa gourde. Alors, combien de temps allons-nous chercher des griffons ? Ai-je demandé tandis qu'il m'expliquait comment maintenir la surveillance et dans quelle direction je devais me concentrer
en fonction de la position des autres sentinelles. Castile n'abandonne pas. Elle utilise probablement la magie divinatoire toutes les 2 ou 3 heures. Elle trouvera soit les griffons, soit le corps du fils du baron, a-t-il dit. Il s'est soudain levé et a fixé quelque chose au loin. J'ai regardé dans la même direction. Le sol se soulevait en un monticule à environ 400 mètres. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé doucement. Matteo souffla dans un sifflet qu'il avait autour de son cou. J'aurais besoin d'un sifflet. Tout le monde regarda dans la direction indiquée par Matteo. Le monticule s'avança vers nous. Quelques secondes plus tard, nous nous précipitions vers nos montures. La mage Castile hurla. « Bulette! Montez à cheval et dispersez-vous! Direction Formica !» J'enfourchai une Ginger nerveuse et repartis au galop. Mais qu'est-ce que c'était qu'une bulette? Si elle effrayait la mage, alors elle devait être dangereuse. Je n'avais personne à qui demander, notre groupe étant déjà largement dispersé, conformément aux ordres. Je me retournai et cette fichue bête se rapprochait. Beaucoup de mes compagnons s'éloignaient. Tous, en fait. J'étais bon dernier. J'encourageai Ginger à courir, et elle obéit, sentant le danger nous rattraper. J'essayais désespérément de trouver un rythme de course différent, plus rapide. Au moins, ma montée d'adrénaline atténuait complètement la douleur. Ma peur grandissante m'empêchait de me concentrer, et je commençais à rebondir, désynchronisé d'avec ma monture. Ginger sauta habilement par-dessus un grand buisson. Lorsqu'elle atterrit, je n'étais pas prêt à subir la secousse. Je ne sais pas exactement ce qui se passa ensuite, si ce n'est que j'étais au sol, en train de rouler, et que Ginger continuait à courir, désormais libérée de son passager. Ma première pensée fut que je lui avais donné toutes ces foutues pommes, et que nous étions amis. Je me suis relevé en titubant. J'étais seul. Tout le monde était au moins à 400 mètres, voire plus. Je me suis retourné pour faire face au monticule de terre qui s'avançait vers moi. Quelque chose ressemblant à un élan de requin a émergé au centre. Était-ce un requin élémental de terre? J'ai sorti ma seule arme de ma ceinture, une courte dague incurvée. Toutes mes autres armes étaient attachées à Ginger. Le sol a explosé dans une pluie de terre et de pierres, et une créature massive a traversé les airs, prête à m'écraser. Le temps a semblé ralentir, ma mort étant clairement devant moi, mes muscles paralysés à cette vue. Un quadrupède cuirassé, ressemblant à un mélange de rhinocéros et de têtes massives de tortues serpentines, a rapidement masqué le soleil. J'ai affronté mon destin en ouvrant mon cube dimensionnel de 3 mètres, en attendant le plus longtemps possible, puis en déplaçant autant que possible le dessous de la bulette dans mon espace dimensionnel. La terre a tremblé autour de moi. Tout est devenu noir, et j'étais recouvert de fluide et projeté au sol par la force de l'impact. J'étais vivant, et, d'une certaine manière, à l'intérieur d'une cavité creusée dans la bête. La bête semblait incertaine de ce qui venait de se passer. Sa masse frémissait autour de moi, dans l'obscurité, et elle essayait de bouger. Je l'avais pourtant éventrée. J'étais coincé dans sa cage thoracique creuse, légèrement étourdi par la quantité d'éther que je venais d'utiliser. Mais la bête n'avait plus d'organes essentiels, comme un cœur. Mon espace dimensionnel refusait de s'activer, car le coup d'avoir absorbé autant de chair de bulette avait épuisé mon éther. Était-ce dû à la masse ou à la résistance de la créature? Je l'ignorais. Peu après, je commençai à creuser avec ma dague pour me sortir de là. Heureusement, les fluides ramollirent la terre et me permirent de me libérer avant de suffoquer. Je me faufilai hors de la carapace dure, respirant profondément l'air frais et observai la bête blindée. Elle était bien plus grande que dans mes souvenirs. La bête avait une peau blindée, de courtes pattes trapues et d'énormes griffes noires. Elle me faisait plus penser à un tank qu'à autre chose. Je comprenais pourquoi la mage avait décidé de battre en retraite. Je m'orientai vers les montagnes et retournai vers Formica. Après avoir récupéré suffisamment d'éther, je laissai tomber la section de 3 mètres sur 3 mètres sur 1,50 m de la bulette au sol. Elle s'étala comme un ballon qui se dégonfle. Je ne pensais pas que le sang de bulette était un bon remède local pour toutes mes plaies d'irritation à vif et saignantes. Quand je suis arrivé à un large ruisseau, j'ai décidé de me laver.
Je suis resté vigilant en me déshabillant et en commençant à tout nettoyer. Je me suis concentré sur mon armure, car j'avais suffisamment de vêtements propres pour me changer. J'ai réussi à presque tout frotter. Il semblait que notre uniforme ait été traité avec un produit facilitant le nettoyage du sang. Cela m'a fait penser à tous ces vêtements que j'avais pris au fort. Ils étaient tous usés. Je supposais donc qu'ils provenaient de légionnaires morts. Tant qu'ils étaient propres, je pouvais supporter l'idée de porter les vêtements d'un mort. Quand j'eus terminé, j'ai enfilé mes vêtements et mon armure humide. L'estomac de la bulette avait occupé la moitié supérieure de mon espace dimensionnel et n'avait rien dérangé de ce que j'y avais placé. Le coucher du soleil approchait tandis que j'étais assis sur un rocher, trempé, fatigué, meurtri, maltraité, mais vivant. J'ai sorti une barre de ration et je l'ai grignotée, m'apprêtant à partir, lorsque Ginger est arrivé au trot et a bu sans inquiétude au ruisseau à côté de moi. J'ai secoué la tête. « Oh, c'est maintenant que tu débarques. Je n'ai plus de pommes.